Jocelyne Daclia, bonsoir. Vous êtes historienne et anthropologue, directrice d'études à l'EHESS. Vous êtes spécialiste de l'histoire du monde musulman et en particulier un pays auquel vous avez consacré de nombreuses lignes, la Tunisie. Je voudrais juste présenter à chaque fois, là pour vous, c'est un de vos anciens livres, mais qui est au cœur du sujet, Le Divan des rois. C'est sur le politique et le religieux dans l'islam. Et donc on est au cœur du sujet. Edgar Morin. Faut-il vous présenter, sociologue, philosophe, et d'où il a encore quelques livres? D'abord, une précision, c'est qu'Edgar Morin revient du Maroc. Il a vécu tous ces événements étant au Maroc. Sa femme est marocaine, donc il est aussi dans les deux mondes concernés. Et puis, Edgar, on pourrait publier, montrer beaucoup de livres, comme pour les deux autres qui vont être présentés. Mais je voudrais présenter ces deux-là. La France, une et multiculturelle, dont le co-auteur blogue sur Mediapart depuis Saint-Denis de la Réunion. Il a interpellé le nouveau directeur de Charlie Hebdo, Riss, et il y a la réponse de Manuel Valls dans ce livre-là. Et puis, ce dialogue, cette conversation, cette discussion entre Edgar Morin et Tariq Ramadan, l'intellectuel suisse et musulman qui est souvent diabolisé dans le débat public français, et Edgar Morin montre dans ce livre qu'on peut discuter de manière claire et franche, sans ambiguïté avec lui. Et comme Edoui l'a oublié, je crois que votre dernier livre publié, c'est un recueil de vos articles pour le journal Le Monde. Je l'avais chez moi. Ah oui, c'est curieux, j'ai oublié. J'ai oublié de le prendre, mais évidemment, Edoui l'a oublié. Régis Debray, bonsoir, vous êtes philosophe, et je me souviens qu'en 2002, après les attentats du 11 septembre, on vous avait demandé un rapport sur l'enseignement du fait religieux à l'école. C'était donc en 2002. Nous sommes en 2015. Et puis votre dernier livre, eh ben, je viens de le recevoir. C'est la deuxième partie de vos dégagements, un Candide à sa fenêtre, et c'est publié chez Gallimard. Alors, dans le cas de Régis Debray, j'aurais pu venir avec une pile parce que, sans faire injure aux trois autres invités, sur le sujet pour la France, du sacré, de la question du religieux, c'est celui qui a le plus publié. Je vais juste rappeler quelques titres. Dieu, un itinéraire, c'est de 2001. Évidemment, ce rapport sur l'enseignement du fait religieux à l'école, on est au cœur du débat, 2002. Le feu sacré, fonction du religieux, 2003. Ce que nous voile le voile, la République et le sacré, 2004. Les communions humaines, pour en finir avec la religion, ça date de 2005. Un Candide en Terre Sainte, un reportage sur le terrain, Jeunesse du Sacré en 2012. Voilà, pour dire que nous sommes au cœur d'un républicain qui se confronte à cette conversation, à ce dialogue, aussi avec le religieux. Benjamin Stora, bonsoir. Vous êtes historien. Vous êtes le nouveau directeur, félicitations, du musée de l'histoire de l'immigration, Porte Dorée. Vous avez écrit d'innombrables ouvrages sur l'Algérie, sur les rapports entre la France et l'Algérie, et même sur la représentation au cinéma de la guerre d'Algérie. Mais je crois qu'Edoui en a choisi deux. Alors, Benjamin Stora est, dans ses nouvelles fonctions, aussi inspecteur général de l'éducation nationale. Et j'ai apporté ce gros livre parce que d'abord il est symbolique. Le co-auteur qui a dirigé avec Benjamin ce livre est Abdelwahab Medeb, dont on aimerait entendre la voix, puisque c'est l'auteur de la maladie de l'islam et du débat de l'islam avec lui-même. Et ce livre, qui est recommandé dans tous les débats dans les écoles, Histoire des relations entre juifs et musulmans. On est au cœur de ce que nous voulons faire. Et je souligne celui-là qui, je crois, Benjamin Stora, va être réédité, le transfert d'une mémoire de l'Algérie française au racisme anti-arabe, avec une thèse très audacieuse sur l'idée qu'il y a une sorte de sudisme français, comme il y a eu un sudisme raciste aux États-Unis. Voilà, ce sont deux livres parmi 1000 autres, mais au cœur de notre rencontre de ce soir. Je n'ai pas vraiment de première question, je vous avoue, parce que je pense qu'elle tomberait complètement à plat. Mais Edgar Morin, j'ai lu votre article dans Le Monde, je crois que c'était un jour ou 2 jours. Le lendemain. C'était le lendemain, voilà, des exécutions, puisque c'est plus qu'un attentat. Là, ça a été des exécutions à Charlie Hebdo. Maintenant, nous sommes 16 jours après les faits. Est-ce que vous pensez, quelle est votre analyse, votre première analyse du laps de temps écoulé? Est-ce que vous pensez qu'on a pris la mesure de cet événement? Non, je pense même qu'il y a eu une évolution. C'est-à-dire qu'après un grand rassemblement,
dont l'origine était tout à fait spontanée, je dirais, en dehors des partis, qui a été évidemment canalisé par le pouvoir. Ce rassemblement, à mon avis, avait un sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de tuer pour une liberté d'expression. Et je dirais même que la parole « je suis Charlie », en dehors de son côté puéril, signifiait « je m'identifie à une tradition d'irrespect français ». Donc il y avait ce rassemblement qui a été un petit peu dévié par les officiels en tête du cortège, dont certains n'étaient pas des champions de la liberté. Bon. Mais surtout, je crois que ça a été dévié par la suite, parce que ça a servi de tremplin à un nouveau assaut d'islamophobie. C'est-à-dire que quand Valls a déclaré la guerre au terrorisme, au djihadisme, il dit à l'islam radical. Or, l'islam radical, lui, il n'est pas en guerre, c'est une doctrine auquel on s'oppose. Enfin, je veux dire que ça commence à déborder un peu. Et je pense aussi que le fait, la nouvelle première page de Charlie Hebdo qui est passée sur tous les écrans du monde, elle-même a dévié un peu le sens, c'est-à-dire comme si la manifestation était une manifestation en faveur des caricatures anti-islamiques, alors que, dans le fond, beaucoup de gens comme moi pensaient que dans le fond, il faut essayer de, tout en étant pour la totale liberté d'expression, il faut essayer quand même de se réguler et de ne pas offenser ce qu'il y a de sacré pour autrui. C'est un point fondamental pour moi. Il y a une contradiction. Pour vous, vous l'avez même tweeté en disant l'éthique suppose de ne pas offenser. Voilà. Mais en même temps, elle importe de défendre la liberté d'expression. Donc, je vis cette contradiction et je l'assume pleinement. Donc, si vous voulez, les choses évoluent. Rétrospectivement, le sens du grand rassemblement s'est trouvé un peu perverti par ce qui s'est trouvé par la suite. Et tout n'est pas terminé. Nous sommes encore en pleine évolution. Et ce qui me frappe aussi, c'est que ce qui n'a pas été mis en question, bien que l'attentat signifiait que le 7 janvier, la guerre d'Irak, de Syrie, est entrée en France, on n'a pas mis en question notre intervention en se disant mais est-ce qu'elle est raisonnable? Est-ce que c'est pas à la suite des Américains recommencer les mêmes erreurs que les campagnes de Bush en Irak, l'Afghanistan, etc. Est-ce que ça, la fragilité de cette coalition, où en plus on n'intervient pas sur terre, le caractère hétéroclite avec l'Arabie Saoudite, le fait que ni l'Iran ni la Russie, enfin, il y a quelque chose, je dirais, d'absurde et d'impuissant dans cette histoire, et qui est complètement masqué. On n'en parle plus, on ne parle plus que de politique intérieure. Et alors, je conclus en disant, ça n'a pas fini d'évoluer. Il faut suivre les choses. Mais malheureusement, l'évolution s'est faite en aggravation. C'est après toutes ces histoires que Tesson se permet de dire tout ça, c'est des islamistes. C'est après cette histoire que Renaud Camus tient la nouvelle. Voilà, comme si vraiment l'armée des morts est arrivée aux portes de Poitiers, n'est-ce pas? On a l'impression de ce délire. Le délire a pris de l'intensité. Alors, voyons un peu encore la suite. Jocelyne Daclia, est-ce que vous partagez cette impression que le délire a tendance à enfler, si j'ai bien entendu Edgar Morin? Oui, tout à fait. Cette mobilisation absolument énorme, je pense, par-delà la question de Charlie Hebdo, c'était une manière de dire ça ne peut pas continuer comme ça. Mais qu'est-ce qui ne peut pas continuer comme ça? Là-dessus, les manifestants étaient très divisés et la classe politique française est très divisée. Et il me semble aussi que maintenant que l'émotion commence à retomber, on n'est pas en train de se battre avec le problème de fond. C'est-à-dire que le problème de fond, quand on réfléchit à la question du djihadisme, ce n'est pas du tout une question franco-française, c'est la question effectivement des engagements militaires de la France et de leurs conséquences. Et vous avez évoqué l'Irak, la Syrie, je crois. Il y a aussi toute la question du Mali, de la Centrafrique. Tout ça a un impact direct et il me semble que ce débat de fond doit être ouvert maintenant.
Régis Debray. De quoi parlons-nous exactement? Bon, de ce que vient de dire Edgar Morin, alors, Madame Dacquillard. si vous voulez. Oui, cette fête de la Fédération, deuxième étape, deuxième version, après celle de 90, a, je dirais, réveillé ce qu'on peut appeler un sacré républicain. Et ça, c'est un bonheur. Et le problème, c'est que ce sacré est sacrilège pour une grande partie de la population mondiale. Alors, c'est très heureux, disons, d'avoir cette sorte de communion humaine qui, à un moment, gomme les différences de sensibilité. C'est très heureux, c'est ce qu'on appelle un réveil, un sursaut. Je dirais que chaque fois qu'un collectif est agressé au-dedans par un dehors, il se tourne vers ce qui est au-dessus ou ce qui est en deçà. Alors les Américains se sont tournés vers Dieu parce que ils sont le peuple élu par la destinée manifeste, et nous nous sommes tournés vers non pas ce qui est au-dessus, mais ce qui est en deçà, c'est-à-dire notre gène historique, qui est, disons, Rabelais, Voltaire, la Gaudriole, Charlie Hebdo, etc. Bon. Le problème, c'est que si cela s'accompagne, si cette fierté retrouvée s'accompagne d'une nouvelle arrogance, si cette fierté retrouvée s'accompagne d'une nouvelle ignorance des autres, tout simplement, c'est-à-dire d'une sensibilité qui est non seulement dedans notre pays, mais qui est dehors, 4 millions d'un côté, 1 milliard de l'autre, c'est tout de même un certain rapport qui exige d'abord un peu de modestie, je crains beaucoup. C'est bien de retrouver un certain orgueil national, mais si cet orgueil devient du mépris ou de l'hostilité envers les autres, envers ceux qui ne pensent pas comme nous, envers ceux qui n'ont pas la même histoire, envers ceux qui n'ont pas la même géographie. Par exemple, un petit exemple. Je crois savoir, mais je parle sous votre contrôle, qu'un musulman s'interdit d'injurier les prophètes, y compris ceux des autres, mais il ne s'interdit pas d'injurier ou d'agresser les croyants. Nous, c'est l'inverse, d'après notre code pénal, n'est-ce pas? On peut pas de délit de blasphème, mais délit s'il y a injure envers un groupe de personnes en fonction de son appartenance religieuse. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas le même sacré. Autrement dit, il y a une économie du sacré dans le monde, il y a des différentiels, et c'est ça qu'il faudrait étudier. Je l'avais proposé il y a une dizaine d'années, comme d'habitude, on n'a à peu près rien fait. Je ne dis pas qu'on n'a rien fait, mais mon rapport, qui était un rapport sur la laïcité, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler d'un enseignement du fait religieux sans énoncer d'abord les principes de cet enseignement, qui sont des principes de laïcité, c'est-à-dire de rationalité, d'objectivité, de distance, enfin, et au-delà. Mais tout ça, évidemment, a été réduit à sa plus simple expression. On recommence aujourd'hui exactement la même chose. On en reparle, en tout cas. On en reparle. Il y a eu le choc de 2001, les tours. Alors, une proposition plus ou moins enterrée. Il y a maintenant le choc de Charlie Hebdo. Les propositions sont enterrées. Et puis, je parle pas de cette bouillabaisse sur les valeurs de la République. Les valeurs de la République, c'est un mantra, on ne sait pas lesquelles. On ne sait pas comment elles s'articulent. Enfin, tout ça nage vraiment dans une nébulosité de bons sentiments qui me semble oublier simplement que la République, c'est une discipline, c'est un courage, et c'est un état de droit. C'est un ensemble de règles et de lois, et pas seulement un ensemble de sentiments. Autrement dit, ça ne consiste pas à aider les vieilles dames à traverser la rue. Et j'ai peur qu'on en vienne un peu à cette bouillie, un peu, disons, ce bouillon de poulet, disons, c'est un peu léger. Est-ce que vous alors, quant partagez à la ça politique incohérente, alors quant à l'incohérence diplomatique, Mais elle ça, on va est y venir. fabuleuse. Ça, on va y venir. Elle est enfin, disons quelques mots, puisque Edgar... ça veut dire que on ne pouvait pas faire plus grand cadeau à Daesh et à toutes ces mouvances que d'aller derrière les Américains
ce qui leur donne automatiquement une sorte de légitimité vis-à-vis de leur population. Autrement dit, on ne peut pas être, pour aller très vite, chanter la gloire de l'islam à l'intérieur et puis être complètement utiliser des moyens militaires à l'extérieur. Tout cela est incohérent, tout cela rejaillit parce qu'il n'y a plus les périmètres de sécurité occidentaux, c'est fini. Il n'y a plus de mur entre l'intérieur et l'extérieur. Autrement dit, je crains que nous ne soyons pas encore au fait de la mondialisation. La mondialisation, c'est la réciprocité. La différence entre Plantu et Daumier, c'est que Plantu, ses dessins sont immédiatement branchés aux antipodes. Daumier, non. Plantu, Daumier, le dessinateur du monde. Plantu, le dessinateur du monde, Daumier, le grand dessinateur républicain. Du 19e siècle. À l'heure des diligences, les dessins de Daumier, ça ne dépassait pas les frontières. Aujourd'hui, un dessin, c'est un coup de poing, il faut le dire. C'est un coup de poing. Et c'est un peu, d'ailleurs, moi je le dis, je regrette que ce ne soit pas la plume qu'il faut mettre dans la plaie, comme le dit souvent Plenel, porter la plume dans la plaie. Non, c'est porter le feutre dans la plaie. C'est le feutre qui fait mal. Parce que nous vivons le siècle des images. Donc il faut aussi réfléchir sur les images. Ça fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si... Est-ce que Benjamin Stora partage cette impression de nébulosité et de bouillie? Moi, je dirais d'abord, pour repartir sur la manifestation du 11, que j'ai été dans cette manifestation plusieurs heures. J'étais à la fois très heureux, content, et puis aussi essayer de partager l'émotion et le chagrin de tous les gens qui étaient là. Parce qu'il y avait beaucoup de chagrin dans cette manifestation. Parce que comme des gens assassinés comme Cabu et Wolinski, c'était des hommes d'une génération. Un patrimoine. C'était un patrimoine, c'était une histoire qui était la mienne, la nôtre. Enfin bon, bref, les années 60, 70, etc. Et puis, progressivement, je me suis aperçu d'une chose, en étant plusieurs heures dans cette manifestation, je me suis aperçu qu'il y avait des absents dans cette manifestation. Et que j'ai remarqué que dans la manifestation, il n'y avait pas beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui les jeunes des quartiers populaires, sensibles ou autres, enfin qu'importe la terminologie, ils n'étaient pas là. Ils étaient très peu nombreux. Et quand je suis rentré chez moi, évidemment, j'ai mis la télévision comme tout le monde et personne n'en parlait de cette absence. C'était la manifestation unanime de l'ensemble du peuple français, etc. Et j'en parlais au téléphone avec des amis à moi et je leur faisais part de cette réflexion. Et ils me disaient, mais oui, mais j'ai pensé la même chose que toi. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement quelques absents dans cette manifestation, c'est-à-dire les gens qui arrivaient de Mende, des Mureaux, de Garches, de Clichy-sous-Bois, et qui pouvaient se déverser par train entier à Saint-Lazare, etc. Et ça n'était pas du tout le cas. Parce que moi, il se trouve que je suis arrivé par Saint-Lazare, donc je suis remonté à pied de Saint-Lazare, etc. Et ça n'arrivait pas du tout de ces banlieues-là, parce que Saint-Lazare, c'est Mantes, les Mureaux, etc., Poissy. Il n'y avait personne qui arrivait de ces banlieues-là. Donc, on est bien obligé de s'interroger sur ce que constitue effectivement cette fête de la Fédération et cette rupture invisible intérieure dans la société française. C'est-à-dire qu'au soir de la manifestation, il y avait à la fois cet espoir et en même temps, pour moi, cette inquiétude. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être une France invisible qui, d'entrée de jeu, disait « cette histoire n'est peut-être pas la nôtre ». C'est peut-être pas notre histoire, c'est une autre histoire qui est intéressante, qui est importante, c'est une émotion bien sûr. Et à partir de là, je me suis dit, mais comment faire pour parler... C'était le soir même, moi, que je me suis posé cette question. Comment faire pour essayer de parler à cette France invisible que je connais un petit peu, parce que moi, j'ai enseigné 35 ans dans les universités de banlieue, type Saint-Denis, Villetaneuse, Asnières-Gennevilliers, Inalco, dans le département de langue arabe. Donc, je connais un petit peu ce public-là, quand même. Et je dis, comment faire pour ramener, parler, s'adresser, disons, à ce public, qui était déjà, d'entrée de jeu, parce que moi, il faut dire les choses comme elles sont, hein, qui était d'entrée de jeu dans une attitude d'interrogation et de défiance par rapport à tout ce qui était en train de se passer. Je crois que ça, c'est une interrogation majeure. Et on ne peut pas passer par-dessus cette interrogation majeure parce qu'il y a des centaines de milliers de jeunes, et on m'a confirmé la chose ensuite à Nantes, à Rennes, à Marseille, à Lyon, parce que je suis allé à Lyon entre-temps, etc. À Lyon, partout. Les gens ont beaucoup manifesté. Oui, mais pas les gens de Vaux-en-Velin, de Villeurbanne, etc. Je sais pas, parce que bon, il y a une histoire de l'immigration ouvrière algérienne sur la région lyonnaise qui est très puissante, hein. Et cela, c'était pas évident, disons, qu'ils se soient mêlés aux autres manifestants. Et là, il y a une super interrogation qui nous amène à réfléchir De toute génération, vous pensez, Benjamin Stora ? Et ce qui nous amène à réfléchir, je reprends un petit peu ce que disait Régis Debray, qui nous amène à réfléchir sur la question, disons, du fait religieux
à enseigner de manière entre guillemets laïque à l'intérieur des établissements, et les maîtres et les enseignants ne sont absolument pas prêts à ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés pour ça, ça existe. La méconnaissance complète de l'histoire des autres, parce qu'il y a aujourd'hui, dans la société française, des centaines de milliers, voire même des millions de gens, qui sont dans une autre histoire que l'histoire du roman national traditionnel français. Et à ces millions de gens-là, on ne leur parle pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, à la limite, quelle est la part de fantasme et d'histoire réelle portée par ces gens de cette histoire-là. On ne la connaît pas. Je ne dis pas qu'on la méprise ou pas, on ne la connaît pas. Et donc, j'ai commencé à m'interroger sur comment former les formateurs, comment former les maîtres, comment former les intellectuels dans les lycées, dans les classes de terminale, qui puissent s'adresser à des populations scolaires dont les parents sont originaires d'une autre histoire qui, grosso modo, l'histoire postcoloniale, pour aller vite, je résume évidemment. Et c'est très compliqué. Et tout d'un coup, je me suis mis à réfléchir à un autre aspect de mon enseignement, parce que moi, j'ai enseigné dans les prisons pendant 4 ans, à la centrale de Poissy. Et là, je me suis dit, en écoutant la télé, toujours le lendemain, une des premières mesures, c'était de dire on va envoyer des aumôniers, enfin des imams dans les prisons. Et je me suis dit, mais moi, quand j'ai enseigné dans les prisons, il y avait des universitaires qui enseignaient dans les prisons. Il y avait des intellectuels, des gens qui étaient souvent d'ailleurs des spécialistes de Foucault, qui étaient très, très aimés par les détenus qu'on appelait à l'époque les étudiants empêchés. C'était Paris 7 qui s'occupait de ça, c'était Gesmar et Judith Miller. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que les universités ne travaillent plus et n'envoient plus d'universitaires enseigner dans les prisons. Que ce soit la psychologie, l'histoire, l'anthropologie. Non, on réfléchit en termes de comment on va faire pour envoyer des imams dans les prisons. Et on se pose à partir de là une autre question en disant mais comment faire pour laïciser, séculariser la société, vous savez, par rapport à l'islam, etc. Mais quand vous décidez d'envoyer spontanément des imams dans les prisons, sans même se poser la question de savoir comment vous allez former des maîtres qui vont enseigner l'histoire, ou l'anthropologie, ou la sociologie, ou la philosophie dans les prisons, c'est déjà en soi un paradoxe assez étonnant entre la volonté de laïcisation de la société et les mesures concrètes qui sont prises. Autre exemple, excusez-moi, je suis peut-être un petit peu long sur la question de la laïcisation, sécularisation, etc. Il y a la question des prisons. Mais prenons les médias. Avant, quand j'étais jeune, dans les années 80, il y avait une émission qui s'appelait Mosaïque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission, qui passait le dimanche matin. Qui était l'émission de la diversité, qui était l'émission adressée aux cultures des populations issues de l'immigration. Alors, on parlait de la culture, l'histoire, des Portugais, des Algériens, des Polonais, etc., en termes, entre guillemets, laïques. C'est-à-dire qu'on s'adressait à ces populations, etc. Par quoi a été remplacée cette émission qui a disparu? Par une émission religieuse. Il n'y a plus d'émissions qui s'adressent, disons, aux populations sur le plan historique, sur le plan politique, sur le plan culturel, bref, sur le plan civilisationnel. On ne s'adresse plus à eux. Mais on ne les considère que comme des populations, entre guillemets, essentialisées sous la forme religieuse du terme. Donc, ce sera une émission religieuse. Donc, on ne peut pas à la fois, c'est mon problème, on ne peut pas à la fois faire des injonctions de laïcité, dans la société, de séparation radicale du politique et du religieux, et concrètement, pratiquement, dire on va faire la formation des imams, des aumôniers, des émissions de télévision, etc. etc. C'est pas possible. Il faut être cohérent. Je veux dire qu'on a un problème là, par rapport au rapport, moi je l'avais lu évidemment ce rapport, c'est-à-dire qu'on a la volonté, il y a 15 ans maintenant, c'est pas 10 ans, c'est 15 ans, de faire en sorte que cette histoire, dans sa globalité, soit transmise dans une perspective laïcisante, en fait, fondamentalement républicaine, et que 15 ans plus tard, avec entre-temps des émeutes de 2005, il ne faut pas oublier quand même, et entre-temps, on en revient encore à se poser le problème de la formation des aumôniers dans les prisons. Donc là, je me dis qu'on est quand même légèrement revenu en arrière.